Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, tout est loin, chanté à Dieu, que la prière et la citation de Dieu soient sur une noble des prophètes, sur sa sainte famille et ses loyaux compagnons. Alors, nous allons parler du lien qui existe entre l'endogamie et les anomalies génétiques qui peuvent toucher les enfants et les dispositions jurisprudentielles en cette matière. Alors, qu'est-ce que je souhaite vous faire parvenir comme idée à la fin de cet exposé? Quels sont les effets positifs et négatifs de l'endogamie? Quelle est la position religieuse authentique par rapport à l'endogamie? Est-ce que l'exogamie est une tradition prophétique? Est-ce que les hadiths qui en parlent sont authentiques? Si c'est vrai, est-ce que l'endogamie est considérée comme macro, comme une pratique non recommandée? Et est-ce qu'il faut déduire de ces différentes dispositions juridiques des règles strictes en matière d'argumentation de l'endogamie ou de l'exogamie, et quelles sont les influences sociétales ou culturelles sur ces deux pratiques de mariage? Existe-t-il d'autres sources textuelles ou contextuelles qui puissent nous permettre de hiérarchiser ces deux pratiques? Alors, j'aborderai le sujet sous trois angles de vue. Le premier, j'aborderai la question de l'endogamie, son concept, son historique, ses causes, ses effets. Ensuite, l'endogamie chez les médecins d'un point de vue médical, et ensuite l'endogamie d'un point de vue jurisprudentiel ou juridique. Je vais essayer de vous exposer quelques avis juridiques musulmans, voir pourquoi est-ce que l'exogamie est une tradition prophétique, et est-ce que l'endogamie pourrait être considérée selon la tradition prophétique comme étant non recommandée. Et j'aborderai aussi cet avis qui dit qu'il est interdit de conclure des mariages avec des proches parents dans la mesure où cela comporte un risque réel de malformation congénitale. Alors, quel est le concept de l'endogamie? Il s'agit de mariage conclu entre deux personnes avec un ascendant commun, comme par exemple se marier avec sa cousine ou son cousin proche, des deux côtés, paternel ou maternel. C'est un phénomène sociétal, répandu et bien connu dans notre histoire, et surtout dans le monde arabe. Ça fait partie des traditions arabes et qui considèrent qu'il est plus approprié de se marier avec son cousin ou sa cousine. De même, cette pratique est privilégiée dans certaines sociétés arabes et surtout dans le Mashrek pour des raisons économiques, mais aussi sociales. Et bien souvent, cela est dû au fait que c'est la famille, que ce sont les parents qui décident, qui posent le choix du prochain époux, de la prochaine épouse, mais aussi au fait que les liens endogamiques renforcent les liens tribaux et familiaux, et aussi préservent la jeune fille en cas de divorce, par exemple. L'endogamie aussi est réputée être un moyen de préservation du patrimoine familial. Les familles aussi estiment que l'endogamie est moins onéreuse en matière de dot que les mariages exogamiques. Alors, quels sont les effets de l'endogamie? Alors, les avis divergent par rapport aux effets positifs ou négatifs de cette pratique de mariage dans la société arabe. Donc, on a deux avis différents. Il y en a qui refusent catégoriquement l'endogamie de par sa propension à provoquer des anomalies congénitales.
et qui peuvent donner des effets très négatifs sur la famille et sur la collectivité. Et l'autre avis ne voit aucun inconvénient dans l'endogamie, au contraire, il voit beaucoup d'avantages sur la famille et pour la société en général. Alors, quelles sont les finalités du mariage en général en islam? Le lien du mariage est le lien le plus noble que recommande la religion musulmane. Un mariage heureux en islam, c'est celui qui contribue à la réalisation des hautes finalités du mariage. Une bonne progéniture, des liens renforcés entre les familles et les tribus, une société en général en cohésion. Et comme vous le savez, la principale finalité du mariage en islam, c'est la progéniture, la bonne progéniture, soit en termes de santé, mais en termes de moralité. Aïcha rapporte que le prophète aurait dit « Choisissez la meilleure épouse pour vos progénitures ». Et le prophète dit « Le croyant fort est meilleur aux yeux de Dieu que le croyant faible ». Donc je viens de vous parler de l'endogamie du point de vue religieux. Parlons maintenant du point de vue médical. Avec le développement de la recherche, on sait aujourd'hui, et dans les détails, beaucoup de choses sur les effets et positifs et négatifs de l'endogamie. Ce sont des choses qui étaient inconnues par le passé. Bon, on me demande de ne pas parler de la dimension médicale à présent. Ce qui nous importe apparemment, ce sont les dispositions juridiques. Une question a été posée par Dr Shengite. Quelle est la position de l'islam par rapport à l'inceste et pourquoi l'interdiction de ce type de mariage? Évidemment, l'islam a interdit le mariage aux mères, aux nièces, du côté du frère ou du côté de la sœur, etc., ou la tante. Voilà donc des incestes formellement interdits de l'islam. Dieu dit, il vous est interdit de conclure un mariage avec vos filles, vos mères, vos cousines, en spécifiant les différents liens, vos tantes, maternelle, vos tantes paternelles, etc. Lecture du verset 23 de la sourate des femmes. Voilà donc, de façon circonstanciée et détaillée, les liens de parenté qui interdisent la conclusion d'un lien de mariage. Ibn Baz nous dit pourquoi est-ce que ces mariages sont interdits. Dieu a interdit certains mariages avec des parents, non avec tous les parents, mais avec certains parents pour préserver les liens d'amour. Si Dieu avait autorisé le mariage avec la tante, la fille, la nièce, le divorce aurait engendré une coupure familiale. Et idem pour l'interdiction du mariage avec la mère ou la fille. Et donc tout cela découle de la grande sagesse divine. Une sagesse qui peut être comprise par l'homme et qui parfois reste cachée dans certaines de ses dispositions. Cette interdiction, elle est donc explicitée de cette façon par le verset coranique. Pas possible. Nous allons
aborder à présent une question très importante et qui est la principale question dans cette étude. Est-ce qu'il a été rapporté du prophète quelque chose qui atteste du caractère authentique de la recommandation de l'exogamie? Nous avons reçu quelques hadiths. Il y en a 4. Ils sont du nombre de 4. Le premier hadith, cherchez des mariages à l'extérieur de votre cercle de parenté afin qu'il n'y ait pas de dégradation, de filiation. Deuxième hadith, ne concluez pas de mariage de la proche parenté car la progéniture s'en trouve dégradée. Encore un troisième hadith et un quatrième hadith. Après l'étude de ces 4 hadiths, il semble que ce sont des hadiths inauthentiques qui ne proviennent pas de la bouche du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ces 4 hadiths ne semblent pas du tout être authentiques. Ce sont des hadiths qui ne parviennent pas directement du prophète. Comment est-ce que le prophète pourrait recommander quelque chose qu'il n'aurait pas fait lui-même? Ibn al-Mulaqim a dit « Je n'ai jamais vu d'explication plausible à ces 4 hadiths qui puissent les authentifier. » Ces hadiths, donc, ne semblent pas provenir du prophète. Il n'a jamais dérecommandé l'endogamie. Il se peut que ces paroles proviennent de Omar ibn al-Khattab. Ibrahim al-Harbi nous raconte dans son corpus Gharib al-Hadith, les hadiths inauthentiques, rapportant de Abdullah ibn al-Mumil, rapportant de Ibn Abi Malika, Omar a dit à Sa'ib, vous avez dégradé votre progéniture, cherchez mariage à l'extérieur de vos cercles de parenté, etc. Alors, quels sont les avis des juristes par rapport à l'endogamie? Les avis sont différents. Pas par rapport au caractère licite ou illicite, mais par rapport à la qualification de cette autorisation. Alors, les Shafi'ites et les Hanbalites disent que ce n'est pas recommandé, que c'est makruh. D'autres, comme les Malikites et les Hanafites, disent que c'est licite ou autorisé, mubah. Et les Dairites disent que ça ne fait pas de mal, mandoub. Pour ce qui est des premiers, les Shafi'ites et les Hanbalites, qui disent que ça n'est pas recommandé, eh bien, leur avis se fonde sur les hadiths, les 4 hadiths que j'ai mentionnés, et ils fondent également leur avis sur le fait que le risque que recèle le mariage endogamique de destruction de liens familiaux est bien trop important que pour l'autoriser. À présent, parlons des aspects positifs pouvant découler de l'endogamie. Effectivement, la société peut être renforcée en termes de cohésion et d'un point de vue médical. C'est vrai que l'on dit que la progéniture peut se voir dégradée après des mariages endogamiques répétés au sein d'un même clan. Et d'après Imam Shafi'i, les Arabes avaient parfois des progénitures faibles en raison de la grande pudeur entre époux, mais que cela n'affectait en rien leur générosité. Et puis, il y a un autre groupe de jurisconsultes qui disent différemment.
Certains se fondent sur le verset coranique qui dit « Concluez mariage avec qui vous le souhaitez de vos femmes ». Ce qui d'ailleurs a permis le mariage entre Fatima, la fille du prophète, et son cousin paternel Ali ibn Abi Talib. Certains jurisconsultes chaféites sont même allés à l'encontre de leur école de pensée, dans la mesure où ils n'ont pas trouvé de texte authentique. L'imam Subki, un chafaïte, dit qu'il est recommandé de conclure mariage à l'extérieur du clan, mais en même temps, il réfute la disposition pour absence de fondement textuel et fonde cet argument sur le mariage conclu entre Fatima et Ali. Et pour les Dahirites qui disent que ça ne fait pas de mal, le mandoub, eh bien, ils se sont fondés également sur le hadith du prophète. Le Cheikh Ben Baz a été interrogé aussi sur la question. Une question lui a été posée, lui demandant sa position par rapport au hadith rapporté du prophète qui dit « Cherchez mariage à l'extérieur du clan afin que la progéniture ne s'affaiblisse pas ». Ben Baz répondit « Ce texte n'a aucun fondement. Le mariage endogamique serait meilleur, dans la mesure où le prophète a permis le mariage de plusieurs personnes de leurs proches parents. » Ben Baz continue « Il n'y a aucun fondement à cet avis, dans la mesure où il a été noté dans l'histoire, dans l'histoire proche du prophète et dans son cercle restreint, des mariages de proches parents, privilégiant même dans certaines occasions le mariage avec le proche parent. Certains contemporains disent un autre avis. Mohammed An-Najimi dit que le mariage endogamique pourrait être considéré comme non recommandé s'il est avéré l'existence de risques d'anomalies génétiques à la suite de ce mariage, s'il y a preuve scientifique de cela. Mais, en même temps, le mariage endogamique reste autorisé lorsqu'il n'y a aucune maladie génétique connue ou dépistée. An-Najimi donc privilégie le mariage endogamique quand il y a absence avérée de maladie ou de risque génétique. Un avis juridique de l'ancien moufti égyptien, Dr Nasser Farid Wassel, où il dit qu'il est interdit de conclure un mariage endogamique s'il est avéré par une preuve médicale l'existence d'un risque génétique. Si l'on sait par une preuve médicale que la progéniture aura des malformations congénitales ou génétiques, ce mariage sera interdit légalement et juridiquement. Et tout mariage de ce genre, quand il a une preuve d'anomalie génétique avérée et assurée, sera considéré comme étant illicite. Car ça serait équivalent à tuer son enfant. Maintenant, quand on pondère entre les différents avis, il faut essayer de trouver un équilibre entre ces différentes positions, entre le licite et le non recommandé et l'illicite. Il serait parfois plus approprié de se marier
avec un proche parent, dans certaines circonstances, mais dans d'autres, le contraire pourrait être plus approprié. Mais la majorité des jurisconsultes voient qu'il ne faut pas exagérer ou répéter les mariages endogamiques successifs. Omar ibn al-Khattab, quand il vit que le clan des Sa'ib répétait les mariages endogamiques, il leur a intimé de chercher mariage à l'extérieur du clan. Donc l'endogamie ne peut être considérée comme une tradition prophétique, comme elle ne peut être considérée comme étant non recommandée par le prophète. Mais en cas de nécessité médicale, si un avis médical ne recommande pas le mariage endogamique pour risque d'aberration ou de malformation congénitale, il faudra alors suivre cet avis médical. Le musulman se doit de protéger sa famille à venir des maladies génétiques. Encore une minute, si vous permettez. La préservation de la progéniture, comme vous le savez, fait partie des finalités de la législation islamique, comme le confirme Imam Al-Razali, et les dépistages prénuptiaux sont recommandés effectivement en cas de présomption de risque. Éviter le dommage de façon préventive est donc plus approprié. Quand il y a preuve scientifique d'une présence de gènes comportant un risque, et si le dépistage prénuptial l'était, il convient alors de ne pas conclure de mariage parce que après cela sera trop tard. Alors je termine cet exposé par certaines recommandations. Il faut donc recommander aux jeunes gens d'effectuer des dépistages prénuptiaux, sensibiliser les gens de l'importance de ces dépistages, mais aussi sensibiliser les spécialistes et généraliser les connaissances en matière des maladies congénitales et des risques que comportent les mariages endogamiques. Merci beaucoup de votre attention. أجلس هنا بس عشان I know. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur vous. Pour compléter ce que viennent de dire les deux collègues, je voudrais poursuivre le débat sur la question et je me concentre sur les docteurs en droit islamique contemporain afin de voir de quelle manière cela figure dans les textes de la jurisprudence qui préexistait à la science génétique moderne. Alors, même avant la génétique moderne, il y avait une croyance qui prévalait
auprès de la population, qu'elle soit dans le monde islamique ou ailleurs, que les caractéristiques des parents survivent auprès de leurs enfants. Et les personnes ne savaient pas comment cela se passait dans la période pré-islamique. Et Aïcha en parle des types de mariage et parle des types de mariage qui existaient en période pré-islamique, c'est-à-dire que le mari, l'époux, envoyait sa femme auprès d'un autre homme afin qu'il ait une descendance plus forte. Et c'est le type de mariage que l'islam a prohibé. Mais cela signifie qu'en période pré-islamique, les personnes semblaient croire que lorsque l'homme était fort, cela avait un impact, une incidence sur sa descendance. Mais les caractéristiques des parents peuvent aussi être négatives, contrairement à ce que l'on avait vu avec la période pré-islamique, la Jahiliya et les enfants étaient petits. Alors il y a aussi des textes coraniques qui disent que les mariages endogamiques produisaient des enfants frêles. Et chétif, il est question donc de hadith qui mettait cela. Alors l'on attribue à Omar ben al-Khattab et aussi d'autres références islamiques. Ce sont aussi des termes repris dans l'œuvre de l'imam Shafi'i. À savoir que lorsque il y a un lien de parenté entre l'homme et la femme, cela peut aboutir à une faiblesse, une chétivité et des problèmes de santé chez l'enfant. Les chafiistes et les hanbali ont donc préconisé que l'on évite de se marier entre parents proches. C'est ce qu'on appelle l'exogamie. Alors, les termes des docteurs en droit sont invoqués dans le débat moderne sur l'endogamie. Alors, c'est l'observation et l'expérimentation qui aboutit à cela. Le calife Omar a observé que dans les tribus où l'on procédait au mariage consanguin, la descendance était faible, chétive. Donc, c'est l'observation, l'expérimentation. Il n'y a pas de texte coranique ou de la sunna, il n'y a pas de référence ni de près ou de loin, et l'on pense que cela n'existait pas, que cela n'est pas repris dans les textes de loi. Donc l'on demande d'éviter donc ces mariages consanguins. Donc un imam en parle, Abu Salah dit que certains docteurs en droit ont commenté cela et en disant que l'on ne peut pas prouver cela en l'absence de preuves. Donc en fait, l'on garde à l'esprit l'existence d'une preuve dans le droit. Et il ne s'agissait pas de se fier à la seule observation et expérimentation. Alors, comme la preuve était absente, l'on a préconisé de ne pas favoriser cette forme de mariage. La génétique moderne a vu le jour à la fin du 19e siècle, et c'est Gregor Mendel, scientifique autrichien qui a observé pendant de longues années la faune et la flore pour établir les lois de la génétique. Son œuvre n'a été connue qu'après son décès. C'est dans les années 20 et jusque dans les années 60 que la génétique moderne a vu le jour. Par souci de brièveté,
Je ne vais pas m'étendre sur les questions médicales ou scientifiques, mais je voudrais donc parler de la perception des docteurs en droit, des théologiens. C'est Mohamed Ali Mbar, surtout théologien saoudien, nous dit que les gènes de chaque être humain sont de nombre de 20 000. Certains de ces gènes sont déficients, ces gènes déficients dont a parlé le docteur Fouad. Mais ces gènes déficients ne sont pas forcément auteurs ou raisons de pathologie, parce que nous avons deux exemplaires, l'un de la mère et l'autre du père. Donc si ce gène déficient reste isolé, il n'y a pas de pathologie chez l'enfant. Cependant, si le gène déficient du père s'allie au gène déficient, un gène déficient de la mère, là, la maladie se présente chez l'enfant. Donc la non-probabilité des gènes semblables est présente, et c'est la perception des théologiens et des docteurs en droit. Alors il y a il y a de nombreux conflits, nous y viendrons peut-être lors du débat. Il y a différentes écoles de pensée. Alors il y a une première orientation, la nécessité de se tenir au texte du droit. Il y a une sourate qui est toujours citée dans les fatwas des tenants de cette orientation. C'est-à-dire que le mariage entre parents proches ne peut pas être exclu et ne peut surtout pas être interdit. Alors cette Surat al-Ahzab qui a été cité par Dr Abdelhak, eh bien son contenu, sa teneur est claire. Il est autorisé d'épouser les cousines paternelles ou maternelles, et cela concerne tous les membres de la Oumma. Et il y a une spécificité à cette question, car cela est bon, donc il n'est pas nécessaire de recourir à un texte quand une pratique est autorisée. Alors que dire si le texte existe? Cela conforte fortement la tendance. Alors bien sûr, il y a le Cheikh Abdelaziz Ben Baz qui a été cité par le docteur Abdelhak. Il est question de se tourner vers ce que disent les médecins en la matière. Alors il y a également un écho à cela dans le contexte de la Ligue des savants musulmans qui nous dit qu'il faut établir en substance qu'il faut rétablir les conditions et critères qui président au mariage entre proches, c'est-à-dire la nécessité d'établir un bilan prénuptial, etc. Le hadith en a parlé. Il y a deux écoles de pensée pour répondre à cela. D'abord, douter de l'authenticité de l'information, c'est-à-dire contester le fait que la génétique établit que les malformations génétiques chez les enfants proviennent de parents consanguins. Le docteur Najm Salem, médecin en médecine interne, spécialiste en médecine interne de Azhar, qui a dit qu'il y a des éléments négatifs et positifs
au mariage endogamique de personnes consanguines, il y a des tribus entières où les mariages ont toujours été faits entre parents proches et l'on n'a détecté aucune anomalie, aucune déficience ni physique ni mentale, pas de pathologie chez l'enfant, etc. Donc il nous dit qu'il n'y a pas de critères donc qui président à cela. Donc il y a des opinions divergentes. Alors il faudrait véritablement que les preuves soient irréfragables. Donc nous ne pouvons pas parler sans preuve, et la génétique moderne, les sciences génétiques modernes nous disent. Alors il y a différents docteurs ou théologiens qui nous disent que tout chercheur doit commencer son travail en se fondant sur les résultats médicaux. Alors nous vivons à l'ère scientifique et l'on ne peut faire fi des résultats des médecines, de la médecine. Alors cher Nasser Farid, ancien mufti d'Égypte, avait une interprétation jurisprudentielle de cela ainsi, c'est-à-dire que l'un des critères du mariage chez les anciens était qu'il fallait donc une parenté entre les époux. Alors, seul l'inceste est prohibé, mère, sœur, etc. Et il a préconisé que l'on élargisse les interdits théologiques, car il y a, dit-on, des gènes qui sont transmis à la descendance. Alors, lorsqu'il y a une anomalie avérée, et la présence de l'anomalie est un tabou absolu. Donc cela, le fait de ne pas favoriser l'endogamie, voire de l'interdire, passe par le bilan prénuptial, et certains chafiites et hanbali en parlent. Leur orientation est que ce mariage doit aller de fait avec les évolutions de la génétique moderne. Chez les anciens, personne n'a évoqué la génétique et pas non plus la médecine. Alors certains des théologiens soutiennent cette orientation en disant que le hadith est authentique, donc soit il faut revoir tout cela pour ce qui est d'interdiction de mariage entre proches parents. Alors, troisième orientation, et c'est celle que préconisent la plupart des théologiens. Monsieur Abdelhak en a parlé. Il s'agit donc de la prise en compte des résultats et des conclusions médicales de la génétique moderne pour ce qui est du mariage des proches. Il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de lien de cause à effet entre le mariage consanguin et l'apparition d'anomalies de déficience chez la descendance. Du point de vue du droit, il y a des difficultés à imposer les examens médicaux prénuptiaux. Un cheikh nous dit que l'imposition des tests médicaux sont des frais supplémentaires, et il n'y a pas de preuve pour imposer cela. Donc nous ne pouvons pas prouver
le caractère indispensable de cela. Mais vu les résultats négatifs qui peuvent découler de l'absence d'un test prénuptial, on peut penser à le préconiser. 5 dernières minutes pour ma conclusion. Alors, les problématiques qui se font jour. Il s'agit, concernant ces questions de la consanguinité, de parler des relations de l'islam avec le monde moderne. Et cela figure dans les travaux des théologiens. Alors l'on peut dire que la question du mariage reste favorisée et l'on ne peut pas tenir compte des résultats de la technologie, de la génétique, pardon. D'autres souhaitent imposer les bilans prénuptiaux. Et moi je trouve que ce conflit pose problème. La question n'est pas d'opposer la science à la religion. Cela va au-delà de cette problématique. Il y a donc la théologie, la jurisprudence, etc. Dire de telle ou telle chose qu'elle est positive ou négative, qu'elle est bénéfique ou néfaste, doit se fonder sur des études sociologiques ou autres. Il faut tenir compte de la situation des personnes qui évoluent dans la société, la situation individuelle de telle ou telle personne, la sociologie, etc. Alors, la décision n'est pas une, elle est pluriforme. Et il faut donc l'appréhender autrement. Il ne s'agit pas de refuser l'apport de la médecine, la bioéthique qui existe en Occident et que l'on ne peut pas accuser d'aller à l'encontre de la médecine. Eh bien, il s'agit de dire que chaque personne, chaque individu a des circonstances qui lui sont propres. Et cela va au-delà de la médecine. La médecine est importante dans ce domaine, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Il y a une perception globale, pardon. Et cela nous provient certainement du débat qui fait rage en Occident concernant les minorités musulmanes en Occident. Il ne s'agit pas seulement des fatwa qui concerne les résidents étrangers au Qatar. Cela va au-delà de cela. Par exemple, l'extrême droite en Occident ne laisse passer aucune occasion de faire pression et de condamner l'islam. L'endogamie qui existe dans les minorités musulmane en Occident est l'un de ces éléments qui est instrumentalisé par l'extrême droite. Cela n'est pas propre à l'islam, c'est une question démographique. Pour ce qui est des filles, on sait tous que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, et à l'université également. Et souvent, les garçons n'ont pas le même niveau d'éducation et les filles qui ont un meilleur niveau d'éducation dans les minorités musulmanes en Occident finissent par épouser quelqu'un du village au Maroc ou en Turquie pendant les vacances. De même pour ce qui est cela vaut aussi pour les aborigènes ou pour certaines catégories de la population. Et on dit que, s'agissant des musulmans, ce n'est qu'une question de temps. Lorsque l'intégration opérera, lorsque les systèmes tribaux, les systèmes confessionnels qui prévalent dans le monde arabe et que l'on entrera dans la postmodernité, la donne changera. Et moi, j'y vois une problématique importante. Je connais la situation aux Pays-Bas et j'y ai vécu de longues années et j'en suis très fière. Eh bien, en 2011, me semble-t-il,
l'on a entendu que la coalition au pouvoir voulait empêcher le mariage entre proches. Il s'agit d'un pays qui sortait d'une crise économique très très forte. Et c'était pour lutter contre l'émigration, etc. Des chercheurs et scientifiques aux Pays-Bas avaient mis en avant l'existence de mariages consanguins à Volendam, une ville alors que parmi les Hollandais de souche, les Néerlandais de souche, ce phénomène de consanguinité était présent. Mais il y a une culture qui veut que c'est un phénomène quand même curieux. C'est un tabou quand même de manière générale, épouser sa cousine du premier degré, etc. Mais ce n'est pas une question qui relève des seules études scientifiques. Alors il y a une différence. Il y a des questions qui devraient faire l'unanimité, comme lutter contre la contrainte de ça. Et il faut, pour la plupart des cas, et c'est ce qui va, c'est que il y a certains liens de parenté qui devraient être évités. Mais les connaissances et le savoir est en Dieu Tout-Puissant. Alors nous allons ouvrir le débat à présent, mais auparavant, je voudrais articuler le débat de sorte à ce que les questions aillent dans un sens. J'espère que vous ne prendrez pas cela comme étant une orientation dictatoriale. Alors, j'ai une question à adresser à Dr Fouad. Il existe des résultats scientifiques qui concernent les mariages entre parents proches. Alors, il y a un lien entre l'endogamie et la prévalence de pathologies chez la descendance. Alors, quelle en est la raison? Nous avons, par exemple, étudié un groupe où des pathologies prévalent et l'on a constaté qu'il y a parenté entre les parents. Et cela va au-delà de la recherche, parce qu'il se peut que la raison de ces pathologies soit l'absence de soins de santé, ou alors de familles nombreuses, par exemple, ou par exemple mauvaise hygiène de vie ou mauvaise alimentation. Est-ce que il y a un rapport entre les deux, et pouvons-nous le prouver à 100%? Parce que l'état actuel de la recherche scientifique nous dit qu'il y a un lien et qu'il y a une prévalence. Oui. Réponse. S'agissant de la taille de la famille et de la prévalence importante ou la prégnance de maladies génétiques, peuvent être dus à des éléments tels que l'alimentation ou autres. Les maladies génétiques sont liées aux gènes. Il y a déficience dans un ou plusieurs gènes du père. Cela se transmet de père en fils. Et c'est le critère qui doit présider au fait de dire qu'il s'agit d'une maladie héréditaire. Et parfois, la descendance, l'enfant à la naissance présente une malformation congénitale. Pendant les 3 premiers mois de la grossesse, la mère
peut attraper une maladie telle que la rubéole. Et cela peut être tératogène pour l'enfant. Il y a une pathologie. Et lorsque l'on procède à un bilan génétique du père ou de la mère, l'on ne constate aucune déficience dans tel ou tel gène. Ou alors prendre certains médicaments pendant la grossesse. Vous vous souvenez de la thalidomide qui, dans les années 60, a été à l'origine de plusieurs malformations chez les enfants. Il s'agissait d'un calmant, d'un analgésique. Alors, l'autisme aussi peut être lié, peut être l'origine de cela. Alors, il faut qu'il y ait une déficience en un gène pour que ce soit une maladie héréditaire. Notamment pour les maladies monogénétiques. C'est-à-dire que la déficience est se situe à un seul gène. Mais il y a d'autres maladies où il y a plusieurs gènes qui sont concernés.